ça a commencé quand j'avais 12-13 ans. Je commençais un peu à sombrer pour plein de raisons différentes. J'ai vécu des trucs pas très cool quand j'étais plus jeune. Tu te sens vide d'émotions, vide de tout. T'as plus rien qui te motive, il n'y a plus rien qui te donne envie. Et en fait, le seul moment où tu vas te sentir vivre, c'est quand tu vas aller mal. Et donc, ces moments de mal-être, ils sont réconfortants. Bienvenue Yael. Bonjour, comment tu vas? Ça va et toi? Très bien, écoute, je suis ravie d'être là. Moi aussi, je suis ravie de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas du tout? Alors, je m'appelle Miel Abitbol, j'ai 17 ans, je viens de finir le lycée et je suis sur les réseaux sociaux, très active et aussi cofondatrice de Link, qui est un gros projet sur la santé mentale. Link, c'est une safe place pour les jeunes, c'est de la prévention, de la sensibilisation et des conseils pour les jeunes et les adultes pour renforcer leurs relations. Qu'est-ce que tu fais sur les réseaux? Moi, j'ai toujours partagé ma vie sur les réseaux sociaux. Je suis dessus depuis longtemps. Il y a 10 ans, je faisais des vidéos YouTube déjà. Ouais, ça fait longtemps. Mais j'ai toujours partagé toute ma vie sans filtre, sans tabou. Et j'ai vécu des choses compliquées. Et donc ça aussi, j'ai montré le meilleur comme le pire sur les réseaux. Et les gens sont un peu reconnus, on va dire, dans mon histoire. Donc l'idée, c'est que je vais te donner 5 idées reçues, 5 clichés qu'on peut avoir sur la santé mentale chez les jeunes. Alors, la première. Les jeunes n'ont pas de maladie mentale, c'est une sorte de crise d'adolescence. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase? Je pense que tous les jeunes n'ont pas de maladie mentale, mais c'est parfois bien plus profond qu'une crise d'adolescence. En général, je pense que les adultes, pas tous, mais certains, à justement minimiser les problèmes qu'un jeune va avoir parce qu'il se dit c'est la crise de l'adolescence, alors que quand le jeune bascule du côté obscur, là ils se disent ah merde, ok, on aurait peut-être dû l'écouter. Ouais. J'aurais peut-être dû l'écouter, mais je pense qu'il faut toujours être attentif à quelqu'un qui se dit en souffrance. Parmi les jeunes qui te suivent, est-ce qu'il y en a beaucoup qui te parlent de leurs problèmes? Tous les jours, je reçois des dizaines ou des centaines de messages de jeunes filles, de jeunes garçons, en fait, qui vont me livrer tous leurs problèmes et toutes leurs souffrances parce qu'ils n'ont personne d'autre à qui en parler. Et je pense qu'ils se reconnaissent d'une façon en moi et ils ont un peu confiance en moi. Toi, est-ce que tu te souviens quand est-ce que ta santé mentale elle a commencé à se dégrader? Oui. Moi, ça a commencé quand j'avais 12-13 ans. Je commençais un peu à sombrer pour plein de raisons différentes. J'ai vécu des trucs pas très cool quand j'étais plus jeune. J'ai vécu du harcèlement scolaire, des abus sexuels, des trucs pas cool du tout. Et en fait, au début, moi-même, j'en parlais pas parce que je me sentais pas légitime d'en parler et je pensais que c'était ma faute. Et que justement, si j'en parlais, j'allais avoir la honte, la culpabilité. Et avec le recul, je sais que si j'avais réussi à en parler et à demander de l'aide avant que je bascule du côté vraiment obscur, ça aurait peut-être évité beaucoup de choses. La honte doit changer de camp, voilà. Il vaut mieux demander de l'aide et des conseils, on va dire, à ce moment-là que quand tu te retrouves sur un lit d'hôpital. On va passer à la deuxième idée reçue. Il faut penser positif pour que ça aille mieux, quoi. Le positif attire le positif, mais en même temps, c'est pas si facile, quoi. Tu vas voir quelqu'un qui est en dépression, tu lui dis hey, arrête de pleurer, pense positif. Il va te regarder. Ça règle pas le problème. T'es drôle, toi, merci pour ton aide super utile. Non, pas du tout. C'est une phrase qui ne sert à rien, je pense, de dire ça. Tu disais dans une interview que parfois, dans ton mal-être, t'avais pas envie d'avoir d'aide. Tu étais un peu réconfortée. Comment tu l'expliques? Quand j'étais dans le mal-être, donc quand j'étais par exemple en dépression, en fait, tu te sens vide d'émotions, vide de tout. T'as plus rien qui te motive, il n'y a plus rien qui te donne envie. Et en fait, le seul moment où tu vas te sentir vivre, c'est quand tu vas aller mal. Et donc, ces moments de mal-être, ils sont réconfortants. Et aussi, il y a quelque chose, c'est que il y a l'attention des proches. Et ça fait du bien de se sentir écoutée, de se sentir comprise, de se sentir soutenue, on va dire. Ça réconforte aussi. Troisième idée reçue, les réseaux sociaux ont un impact négatif sur les jeunes. Toi, tu es sur les réseaux depuis que tu as 10 ans. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est vrai. C'est vrai, mais ça peut être positif aussi. Si on apprend à bien utiliser les réseaux sociaux et à manier tout ce monde-là, ça peut avoir un très bon impact, je pense. Nous, on est en train de préparer avec la Fondation un programme de cours sur l'usage des réseaux sociaux qu'on veut mettre à disponibilité l'année prochaine pour les 6e, 5e. Les réseaux sociaux, tu vois, c'est une cour de récré ouverte 24 heures sur 24, sans surveillant. Et en fait, tout le monde met ce qu'il veut. Il n'y a rien qui vérifie. En fait, tu peux tout faire sur les réseaux sociaux. Tu peux être influencé, tu peux être manipulé tellement facilement. Et sauf qu'on ne nous apprend jamais
comment utiliser les réseaux. Et surtout qu'ils disent oui, mais c'est pas avant 13 ans les réseaux sociaux, nanana. Mais on y est tous avant 13 ans. 4e idée reçue. Les jeunes qui parlent de santé mentale sur les réseaux exagèrent leurs problèmes. On souffle. On souffle ensemble. Non et oui, on a tous des problèmes. Hein. On a tous vécu des choses qui nous ont blessés, qui nous ont fait du mal. Tout le monde a son histoire. Et partager ça sur les réseaux, ça fait pas que t'exagères non plus. En fait, je pense que c'est la même chose que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux. Toi, tu racontais beaucoup ta vie, ta vie privée sur les réseaux. Ouais. Donc, tu as eu beaucoup de critiques sur ça? Ouais. J'ai vécu du cyberharcèlement de façon publique en tant qu'influenceuse, on va dire, mais aussi en tant que privée dans un cercle proche, quand j'étais à l'école. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui dont tu parlerais pas du tout? Oui. Bah aujourd'hui, mes relations amoureuses, aujourd'hui, je l'expose quasiment pas sur les réseaux. Les moments où je vais pas bien aussi, je les expose un peu moins quand même. Je trouve ça un peu gênant et après je le dis quand des fois ça va pas, mais pas de façon où genre je vais me mettre à pleurer sur TikTok quoi. Parce que ça a plus sa place sur les réseaux je trouve. Est-ce qu'il y a une période où tu te livrais beaucoup plus à tes abonnés qu'à tes proches? Beaucoup plus en temps réel surtout. C'est que mes parents, pour savoir comment ça allait le soir, ils allaient sur mon TikTok à 22h, ils voyaient bon, ah merde, Miel elle a posté une vidéo où elle pleure. Bon bah on va peut-être aller la voir. C'est comme ça que tous mes proches avant suivaient comment j'allais. C'était plus facile pour toi de parler à des milliers d'abonnés qu'à tes proches? Ouais. Pourquoi? Parce que je suis face à moi-même, je suis face à mon téléphone. 5e idée reçue. Les jeunes qui parlent de suicide veulent juste attirer l'attention. Tu es particulièrement concernée par le sujet. Ouais. Tu as fait 2 tentatives de suicide, c'est ça? 2 Plus? Plus, je sais pas compter. Quelques-unes. Est-ce qu'il y a des gens qui te disaient ça? Ouais, on me l'a beaucoup dit. Je trouve que ça a une part de vérité, mais en même temps, c'est pas que ça. Par exemple, quelqu'un va faire une tentative de suicide. Ça peut ou non être un appel à l'aide. Je sais que moi, sans être consciente que c'était ça, c'était un peu ce que je faisais, mais pas vraiment. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu te dis bah, cette fois c'est du sérieux, cette fois j'ai envie d'en finir? Honnêtement, c'est pas que tu veux en finir, c'est pas que tu veux mourir, puisque tu te rends même pas vraiment compte de la mort à cet âge-là, en tout cas quand tu es jeune, je trouve. Mais c'est juste que tu veux arrêter toutes tes souffrances. Tu veux juste arrêter de ressentir tout ce mal-être que tu ressens, qui te plonge tout simplement, qui te fait tomber genre matin, midi, soir, ce mal-être il est présent et t'en as marre. Et tu veux juste arrêter tout ça. Mais tu te rends pas compte que bah, si ça rate pas, bah, c'est fini genre. Est-ce que tu avais mis des signes toi? Ou tu avais déjà pensé à ça avant ta première tentative? Ouais, j'y avais déjà pensé et en fait, le soir où j'ai fait la première, mes parents ils étaient toujours au courant de rien. Et juste, j'ai pris tout ce que j'avais sous la main, les médicaments et tout. Et j'ai tout pris et en fait, après t'as la réalisation quand tu les as pris, tu te dis ouais merde, qu'est-ce que je fais? Genre j'ai 13 ans, et qu'est-ce que je viens de faire? Et ma mère qui rentre et qui Miel, pourquoi tu pleures? Miel, il y a un truc qui va pas, tu sais l'instinct maternel. Ouais. Elle l'avait. Et là tu t'embarques dans un autre circuit hein, quand tu passes à l'acte. Et bon, heureusement que ça ne se finit pas en drame. Mais c'est pour ça qu'il faut être très attentif. C'est pour ça que nous, sur les réseaux sociaux, avec Link et tout, on aborde tous ces sujets-là parce qu'il faut faire attention à l'état mental de son enfant parce que ça peut vite basculer et sans même qu'on le voit. Tu parlais de ton application, Link. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du projet qui est devenu du coup concret il y a quelques semaines? Ouais, Link, c'est un projet, c'est une idée que j'avais eue il y a 1 an à peu près. J'avais envie d'utiliser, on va dire, toute ma notoriété, toute mon expérience pour quelque chose d'utile. Évidemment, c'était la santé mentale parce que j'ai un peu baigné dedans, du coup. Et donc, avec mon père et ma psychiatre, on a décidé de se mettre à 3 dessus parce que ça fait vraiment le jeune adulte et partie professionnelle médicale. Donc, tu vois, du côté jeune, dans l'app, par exemple, il y a un calendrier émotionnel, il y a un journal intime, on peut se mettre des compteurs de sobriété donc pour les addictions. Pour beaucoup de jeunes, c'est la scarification, l'automutilation, tout ça. On peut se fixer des objectifs, on peut faire plein de choses sur l'application pour les jeunes et c'est 100% gratuit pour eux. Et donc les jeunes,
ils peuvent après se connecter à un adulte de confiance sur l'application ou l'adulte de confiance se connecte au jeune. Et sur l'application, le jeune, il peut partager ce qu'il veut à l'adulte de confiance. Pas forcément Donc, tout. Son journal intime, il peut le garder que pour lui. Oui, Et partager son calendrier d'humeur. c'est le jeune qui choisit, c'est le jeune qui est maître Ok. de ces informations. Et en fait, c'est super important pour qu'un adulte de confiance, je trouve, soit connecté. C'est qu'il peut garder un œil sur l'état mental de son jeune sans être en face à face tous les jours et lui demander tous les jours comment ça va, qu'est-ce qui se passe et tout. En fait, ça garde un suivi pas intrusif, on va dire, je trouve. Et l'adulte, de son côté, il a accès à un forum où il peut poser des questions et c'est des professionnels de santé qui vont lui répondre. Et après, les questions-réponses sont publiées sur le forum anonymement parce que quand une personne se pose une question, il y en a forcément d'autres qui se la posent aussi, tu vois. Okay. C'est vraiment une appli que tu aurais voulu avoir? C'est vraiment ce que j'aurais aimé avoir il y a 3-4 ans et c'est aussi ce que mes parents auraient aimé avoir il y a 3-4 ans pour renforcer notre relation. Mais bon, maintenant c'est fait. On va éviter aux autres ce qu'on a vécu. C'est ce qu'on peut faire de mieux, on va dire. Merci beaucoup, Miel. Merci à toi. C'était très intéressant. Merci beaucoup, je suis ravie d'être venue en tout cas. Merci.